Suzanne Valadon. Suzanne Valadon. Et si je te raconte Et si je te raconte Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Suzanne Valadon, un monde à soi. Commissariat, Chiara Parisi. Bonjour, je suis Jeanne Dreyfus, je suis historienne de l'art et pendant cette série de podcasts, je vais vous conduire au cœur des expositions du Centre Pompidou-Metz. Aujourd'hui, je suis contente parce que ce premier épisode, il est dédié à une cavalière de l'art qui a chevauché avec panache le 19e et le 20e siècle, passant de modèle d'Auguste Renoir, de Toulouse-Lautrec, à artiste peintre à part entière, souvent associée, un peu trop même, au trio infernal qu'elle formait avec son mari, André Hutter, et son fils, le peintre Maurice Utrio, dans le Montmartre de la fin du 19e siècle, femme d'une inarrêtable liberté, et surtout, une immense peintre. Allez, direction Metz, parvis des droits de l'homme. Rencontrons tout de suite la commissaire de l'exposition Chiara Parisi, à qui j'ai demandé tout d'abord pourquoi ce titre, Suzanne Valadon, un monde à soi. Le titre de l'exposition, il est venu de façon très naturelle. J'étais en train de relire Virginia Woolf, Chambre à soi, et il me semblait de tout à fait évident que ce titre était juste parfait pour Suzanne Valadon mais pour d'autres aussi, d'autres artistes, d'autres femmes aussi qui pendant des siècles et encore aujourd'hui sûrement, ils n'ont pas ces chambres à soi, c'est des ambiances de lieux intellectuels ou physiques, ou pouvoir juste être avec soi-même et pas avoir cette invasion d'un monde masculin ou familial ou sentimental ou maternel aussi, on peut dire filial. Et voilà, Suzanne Valadon était un artiste très particulier parce qu'il avait un chambre à soi qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on peut voir encore aujourd'hui, que c'était l'atelier qui est à rue Courtauld, sur la colline de Montmartre. Moi, je pense que chaque parquet a son bruit propre, comme chaque pulpe de doigt a son empreinte digitale. Celui-là, c'est celui de l'atelier de Suzanne Valadon à Montmartre, rue Courtauld. Au mur, pareil. Des lattes de bois à la teinte d'un gris extrêmement clair qu'on retrouve sur les 6 messes de l'exposition et en clin d'œil sur un banc face à un accrochage à touche-touche. Mais retournons à Metz, où le montage bat son plein et où on sent ce même air de l'atelier passer au travers de la scénographie de Yasmine Ossebi. On a des cabinets, comme des écrins où on voit des portraits au trait de Suzanne Valadon, faits par Steinlen ou par Lautrec. Là, je suis face au labyrinthe des chefs-d'œuvre de Valadon. D'ici, je vois la chambre bleue, le nu à la peau de panthère. Il y a l'autoportrait au sein nu un peu plus loin. On est à 3 semaines de l'ouverture de l'expo. Il y a la commissaire Chiara Parisi qui est en train de questionner la scénographe Yasmine Ossebi. Je vais m'approcher d'elle. Ça m'a donné l'idée, un peu surréaliste parce qu'on y travaille. C'est comme vous avez posé un diamant avec différentes facettes, parce qu'il nous manquait la question de 3D. C'est une exposition à 90% des tableaux, donc il a conçu un peu, il a donné beaucoup de volume et de force aussi sculpturales à la scénographie. Donc, comme il y a différentes facettes avec les 6 messes, sur lesquelles on a posé différents sujets, le sujet de l'autoportrait, des portraits de la muse. C'est un peu comme ça, ou comme vous l'avez vraiment conçu au début? Au début, vraiment, moi, je suis plutôt partie sur quelque chose un tout petit peu linéaire. Et après, quand on a travaillé dessus, on a créé des salles et une fin éclatée. La 2D, elle est largement dépassée par la vie aux 1000 facettes de Suzanne Valadon. Parcourir l'exposition, c'est découvrir à chaque salle, devant chaque 6 messes, un aspect nouveau de celle qui fut Marie-Clémentine, Maria, Biki, Youyou, Suzanne. You talking to me? You talking to me? De temps à autre, dans la salle à manger, Lettre d'Edgar Degas à Suzanne Valadon, non datée. je regarde votre dessin au crayon rouge, qui est toujours pendu, et je me dis toujours, cette diablesse de Maria avait le génie du dessin. Cher petit Biki, Lettre d'Éric Satie à Suzanne Valadon, 1893. impossible de rester sans penser à tout ton être. Tu es en moi tout entière. Partout, je ne vois que tes yeux exquis, tes mains douces et tes petits pieds d'enfant.
Suzanne Valadon, elle a eu des identités multiples. Sophie Bernal, chargée de recherche pour l'exposition. Elle était à la fois Cher Petit Bicky. Bicky, c'était le surnom que lui donnait Éric Satie, avec qui elle a eu une histoire en 1893. Elle a été Maria la Terrible, comme l'appelait Degas. En l'occurrence, Maria, c'est le prénom qu'elle s'était choisi dans un premier temps, parce qu'elle trouvait que Marie-Clémentine, son prénom de naissance, était pas assez badass, en fait, pour se frayer un chemin dans le Montmartre de fin de siècle, du fin du 19e siècle. Et donc voilà, Maria, c'est devenu son prénom qu'elle jugeait plus envoûtant. Et puis un jour, on raconte que Lautrec se serait moqué d'elle parce qu'elle était une jeune femme au sein d'un groupe de vieillards, en l'occurrence les peintres reconnus de Montmartre de l'époque. Et donc il aurait raillé par rapport à l'épisode biblique Suzanne et les vieillards. Et elle aurait décidé en fait de s'emparer de ce nom, et d'où Suzanne Valadon. Si je devais choisir un mot pour décrire son œuvre, ce serait synthétique. Même si je sacrifie peut-être à la lecture masculine qui en a été faite, vous verrez ça tout à l'heure. Arrivée à Paris à la fin des années 1860, repérée sur le marché au modèle de la place Pigalle, elle posera pour Pierre Puvis de Chavannes, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, se rapproche d'Edgar Degas. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant ces séances de pause, Suzanne, elle fait de l'espionnage industriel. À Puvis de Chavannes, elle reprend la rigueur du dessin. À Lautrec, une dureté proche de la caricature. À Renoir, les irisations de pastel. À Degas, la verticalité héritée du japonisme et le goût pour les scènes intimes, de toilette et de bain. Mais alors, bien que ces héritages soient fondés, est-ce qu'on assigne autant les artistes mâles à leurs influences? Et est-ce que ce passé de modèle n'a pas un peu biaisé la réception d'un style pourtant profondément moderne? Je pense que oui, je pense qu'il y a ce personnage assez, c'est-à-dire son caractère, ses choix de vie, le fait qu'il quand même été la modèle de tous ces grands artistes de ce moment-là, du 19e, qu'on connaît son nom de façon très explicite parce qu'il avait une pratique artistique. Donc sa biographie, il a pris le pas sous son œuvre. Donc, automatiquement, si on pense à Suzanne Valadon, d'un côté, on la met à côté de Renoir, Toulouse-Lautrec, ou on la met dans la case du trio infernal, comme on l'appelait, donc Utrillo et Hutter. En 1893, Suzanne donne naissance à son fils unique, le futur peintre de Montmartre, Maurice Utrillo. En 1909, elle rencontre son grand amour, aspirant peintre, André Hutter. La personne connaît Hutter, bien sûr, mais c'est un artiste, c'était une pratique d'artiste, c'est son deuxième mari, c'était le grand ami de Utrillo, il avait le même âge de son fils Utrillo, et vu que leur vie complètement aventurière, complètement volcanique, merveilleuse, généreuse et vitale, mais très contrastée, très bouleversante, très émotionnelle aussi, avec évidemment la vie notamment d'Utrillo. Tout ça, elle a créé un roman, une héroïne. Et donc, tous ces éléments-là, elle la rattache beaucoup plus à la colline de Montmartre, beaucoup plus à cette génération d'artistes, plutôt que la catapulter au XXe, aux avant-gardes. Scandale. 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 Non, mais il paraît que Suzanne, elle sort avec un mec qui a l'âge de son fils, Maurice Utrillo. Si, le peintre de Montmartre, alcoolique, là. Mais non, je te jure, le mec qui s'appelle André Hutter, c'était l'ami de Maurice. Ça la fout mal, quand même. Tous les trois, de toute façon, c'est un trio infernal, je te le dis. Tiens, là, les flics, ça doit être pour eux. Chut. Faisons taire les French cancans du village Montmartrois et allons plutôt à un rendez-vous avec Sophie Bernal, chargée de recherche et d'exposition, qui nous ouvre les portes du centre 6 jours avant l'ouverture de la monographie. On commence le parcours avec un peu une forme de statement avec ces deux grandes œuvres majeures de son œuvre. Été dit aussi Adam et Ève de 1909, qui est, je pense, une des toiles les plus remarquables de son œuvre, puisque c'est la première fois, ce serait la première fois dans l'histoire de l'art que une artiste femme, une peintre, aurait représenté un homme nu de face. Dans le tableau de 1909, Adam et Ève, dont les corps frontaux occupent toute la verticalité de la toile, accroche la lumière. Ève, autoportrait de Suzanne, aux cheveux longs de lianes qui reprennent la couleur de la terre et du tronc, marche librement. Les pieds d'Adam, alias Hutter, sont eux hésitants sur l'herbe fraîche, l'un freinant l'autre, les muscles de ses fortes cuisses se bandant, au-dessus de genoux verrouillés. D'une main, il arrête celle d'Ève cueillant la pomme,
De ses yeux, il regarde hors champ, comme s'il était déjà en dehors du paradis qu'il s'apprête à perdre. Dans cette toile, elle va se représenter, elle, aux côtés de son compagnon André Uther, qui est à l'époque son amant et qui deviendra son mari, entièrement nu, dans cette scène mythologique d'Adam et Ève. Et l'histoire raconte que le scandale aurait été tel que Valadon a été forcé d'ajouter des feuilles de vigne pour recouvrir le sexe d'André Uther au conventionnel salon d'automne de 1920. C'est une des premières femmes artistes à peindre un corps nu masculin des faces. Mais le salon qui devait exposer donc le tableau, il refuse parce qu'il y a le sexe masculin. Et donc, hop, une feuille sort, se présente. Et ça, on le sait parce qu'à côté, la commissaire d'exposition a placé une photographie en noir et blanc qui vient du fonds du docteur Lemal, collectionneur, ami et médecin de Valadon. Et sur la photographie, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Le corps d'Adam dans son plus simple appareil, ou en tenue d'Ève, devrais-je dire. Aujourd'hui, on dirait presque que Suzanne nous a fait une farce. Mais ça, c'est drôle parce que vraiment l'histoire se répète tout le temps. On le voit même encore sur des œuvres très importantes de Michel-Ange, de la Renaissance, qu'il y a des feuilles qui apparaissent à droite à gauche qui n'étaient pas là au début seulement du projet. Donc évidemment, ça fait beaucoup jaser. On a beaucoup dit aussi, on a beaucoup souligné l'âge d'André Uther, qui était de 21 ans, le cadet de Valadon. Et je crois, à mon sens, que ça a pu participer aussi à poser une lecture misogyne de son œuvre, puisque ça l'assigne aussi au rôle de maîtresse, au rôle d'amante. Scandale, encore un scandale. Pour autant, sexe caché ou peint, ce retournement consistant à ce que ce soit une femme peintre qui représente un modèle masculin nu est loin d'être anodin dans l'histoire de l'art. Rappelons que quand elle peint son mari en 1909, cela fait peu de temps que les femmes ont intégré l'école des beaux-arts au sein de classes dédiées, et quand elles assistent à des cours de nu, les modèles masculins sont priés de garder leurs caleçons. Alors, pour pouvoir peindre des hommes dans leur plus simple, mais néanmoins intégral appareil, les peintres à jupons doivent s'en référer à des photographies ou à leur entourage, permettant alors une dimension érotique et intime de voir le jour. Pierre Raparisi, on est sur le montage de l'exposition. Il y a cette œuvre aux dimensions monumentales qui s'appelle le lancement de filet, où on voit Uther qui lance un filet de pêche nu à 3 reprises. Je voulais savoir, est-ce que c'est pour vous une sorte d'hommage, de déclaration d'amour qui est faite à cet homme? C'est une déclaration de la physicité aussi. Le lancement des filets, qui c'est un grand tableau, était très très fort dans les grands tableaux. On a des très grands tableaux dans l'exposition, notamment le lancement des filets. Donc la hauteur, c'est nu masculin, très athlétique. Il est répété plusieurs fois comme une forme de photogramme. Et là, donc, il tire cette filet de pêche. Mais on ne voit pas la dimension maritime, elle n'est pas évoquée. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'effort et le mouvement, comme il bouge. Donc c'est comme une sculpture en réalité. Et là, où il n'y a pas de sexe. Mais ce n'est pas moins érotique que le tableau. C'est juste impressionnant ça. Elle le fait, même elle le souligne avec un filet. Mais il savait que de l'œuvre doit être exposée, donc je pense qu'il avait déjà pris les devants pour pas avoir les situations par rapport à la Dame d'Ève. Évidemment, quand il fait la Dame d'Ève avec le nous masculin, il sait qu'il va être refusé. C'est bien conscient de la Paris qu'il vivait, ou de l'Europe, ou du monde qui était là. Le monde qui était là, c'est Gustave Moreau qui alerte des dangers de l'ouverture de l'art aux femmes en disant « L'intrusion sérieuse de la femme dans l'art serait un désastre sans remède ». Je ne vous lis pas la suite, mais il est question d'être aussi dépourvu de dons imaginatifs que le sont les femmes, de pauvres concierges exaltés et d'horribles jugeotes artistiques à vous en donner la chair de poule. Le monde qui était là, c'est le fameux boxeur dadaïste Arthur Cravant qui écrivait dans sa revue à propos de Valadon « Elle connaît bien les petites recettes, mais simplifier, ce n'est pas faire simple, vieille salope ». Le monde qui était là, c'est un monde où pour être la première femme peintre à recevoir la Légion d'honneur, je parle là de Rosa Bonheur, il faut s'habiller comme un homme. Et surtout, peindre viril. Comment expliquez-vous, docteur, cette façon masculine qu'elle a de peindre? Eh bien, elle était assez masculine, n'est-ce pas, dans ses mouvements, dans son comportement. Il est certain... Et même dans ses mœurs. Et même dans ses mœurs. Elle s'est comportée dans sa vie plutôt comme un homme.
n'est-ce pas? Elle se laissait séduire Et elle se laissait séduire, elle cédait facilement, n'est-ce pas? pour faire plaisir. Pour faire plaisir. C'est fou comme pour parler de l'œuvre et de la vie de Suzanne Valadon, il était d'usage de la comparer à un homme. Degas, pour lui reconnaître l'accession au statut de peintre, lui dit le fameux « Vous êtes des nôtres », faisant écho au groupe de mâles blancs barbus, cisgenres qui constituait le panthéon de peintres de l'époque. Et Suzanne, elle sentait bien dans son âme qu'il fallait se méfier. Ne faisait-elle aucune distinction entre les peintres hommes ou femmes, mais toujours est-il qu'elle a attendu jusqu'en 1933 pour adhérer à toute société de femmes peintres. On la lui fait pas à Suzanne Valadon, tellement badass. Une des dernières heures, son chef-d'œuvre intitulé Chambre bleue est en train d'être accroché. Ça a l'air un peu compliqué, mais je me rapproche du chef des régisseurs, Alexandre Chevalier. Bonjour Alexandre, c'est quoi le problème là en fait? Que des vieux cadres avec des grosses dorures et qu'il n'y en a pas un qui est droit. C'est-à-dire que si on essaye de mettre le bas de niveau ou le côté de niveau, c'est son voisin qui va pas aller. Donc c'est quasiment tout à l'œil. La chambre bleue, avec son imposant cadre doré, figure une femme brune, allongée sur un lit à la draperie bleue, à décor foliacé. Si vous ne connaissez pas cette œuvre, je suis sûre que vous imaginez déjà une belle femme, cheveux détachés, offerte au regard, mais vous n'êtes pas du tout. Le modèle n'est pas particulièrement joli, c'est une femme aux cheveux attachés, le corps bien en chair, loin des canons académiques de l'époque, et surtout, elle a l'air de se ficher totalement du regard de ceux qui la fixent. En 1924, elle va signer un contrat avec la galerie Bernheim Jeune. On a des documentations qui nous montrent un grand banquet qui a été fait par Tabaran pour célébrer justement cette reconnaissance-là. Et cette même année, son œuvre, sa toile majeure, La Chambre bleue, qu'elle réalise en 1923, va être acquise par les collections, par le musée du Luxembourg, qui l'a fait rentrer dans les collections nationales. Et donc, c'est une reconnaissance institutionnelle de son vivant. Cette œuvre, donc, qui bat en brèche le canon de l'odalisque, qui, rappelons-le, représente traditionnellement une esclave vierge, couchée de côté afin de pouvoir s'offrir à notre regard, remporte toutefois l'enthousiasme, tant il montre ce qui n'a jamais été montré. La femme, dans sa vie propre, dans son monde à soi, une Olympia d'un genre nouveau. En tous les cas, c'est un manifeste important de comment Suzanne Valadon était sans contemporanéité. Elle voyait très bien qu'est-ce que ça voulait dire être un modèle, une muse, être représentée comme une odalisque. Qu'elle casse ça, un peu plus aussi de cette vision de l'odalisque, de la femme passive sous le regard d'un homme comme d'une femme, juste passif. Là, c'est une actrice donc de son monde, de son époque. Elle vit, elle est dans sa chambre à soi. Peut-être elle a mis tout en scène parce qu'elle se sent comme elle, en quelque sorte. Donc, elle est une sorte d'identification avec ses personnages. À différence de l'autoportrait que nous mettons comme œuvre finale de l'exposition, que donc c'est sur la couverture du catalogue. Là, on est à l'imprimerie et le catalogue de Suzanne Valadon est en train de sortir. On voit les premières planches. Elles ont des couleurs pastel. Je pense qu'elles sont tirées directement des tableaux de Suzanne Valadon. Les textes, ils sont en papier offset mat. Les reproductions, elles sont dans un papier un peu différent, sur papier couché brillant, un peu plus précieux. Là, c'est la couverture qui sort. Il y a l'autoportrait de Suzanne Valadon dessus, de 1931. C'est un de ses derniers autoportraits. Elle meurt 7 ans plus tard. Et c'est l'œuvre qui conclut l'exposition. Oui, il y a eu beaucoup de discussions autour de la couverture, mais elle s'est imposée assez tôt. Audrey Gregorzik, responsable du catalogue de l'exposition. Chiara Parisi avait émis le souhait d'un portrait. Elle voulait que Suzanne Valadon nous regarde dans les yeux. J'ai tourné vers 2 portraits pour la jaquette, en tout cas. C'est qu'en 4e de couverture, il y a le premier autoportrait de Suzanne Valadon, et en première de couverture, son dernier.
Et on a préféré mettre son dernier en couverture parce qu'il montre sa force. Voilà, elle recule devant rien. Enfin, il n'y a pas de complaisance. Voilà, on s'est dit que c'était complètement à l'image du catalogue. Ce portrait, c'est un des moves les plus canailles de la carrière de Suzanne Valadon. En apparence, c'est un autoportrait classique. Suzanne se représente de face, avec tête de 3/4, devant une fenêtre au second plan qui ouvre la composition sur un paysage de campagne. Mais voilà, rock'n'roll oblige, non seulement 1, le sujet, Suzanne Valadon, est âgée d'une 60aine d'années, 2, il est nu, 3, le collier de perles qu'elle porte ôte à quiconque voudrait y voir une unité mythologique ou idéale, une quelconque échappatoire. De l'autoportrait que nous mettons comme œuvre finale de l'exposition, que donc c'est sur la couverture du catalogue. Là, elle se reprend presque la même position, les 3/4, avec son regard qui est très fortement adressé vraiment aux visiteurs, et avec un collier, donc elle est nue avec un collier, donc comme Jacqueline Kennedy, c'est pas quoi, non? Comme Marilyn Monroe, juste complètement glam. Suzanne, t'es glam. Suzanne, on dirait Jacqueline Kennedy. Marilyn Monroe. Suzanne. On en arrive à la partie de ce podcast où, Chiara Parisi, vous avez choisi un texte qui est particulièrement important à vos yeux. Il s'agit d'une prise de notes de Suzanne Valadon ou d'un statement qui s'appelle l'absolu. Alors on n'en connaît pas la date, mais parce que c'est vraiment important, ces mots que Suzanne écrit résonnent avec la totalité de son œuvre. On le découvre tout de suite. L'absolu. Il faut être dur avec soi. Le but de ma vie, équilibre. Avoir une conscience. Se regarder en face. Ce surplus, cette haine et cet excès d'amour, il faut le déverser. Il ne faut pas mettre la souffrance dans ses désirs, mais on n'a tout de même rien sans souffrir. J'étais à bonne école avec la solitude. J'ai été giflée dans ma candeur parce que j'ai dit la vérité. L'art, c'est pour éterniser cette vie que nous détestons, mais nous aimons son mystère. J'étais hantée. Mon ciboulot d'enfant pensait trop. J'étais un diable. J'étais un garçon. J'ai peint à 14 ans. J'ai dessiné follement pour que quand je n'aurai plus Dieu, j'en ai au bout des doigts. Qu'est-ce qui vous raconte ce texte? Qu'est-ce qui vous raconte d'elle? J'aime quand elle dit qu'elle est disciplinée. Qu'elle est disciplinée, qu'elle est équilibre. Équilibre, ouais. Équilibre. Et là, si on demanderait à un visiteur de Montmartre après une exposition, c'est quoi l'adjectif qu'on donnerait à Suzanne Valadon? Très peu de personnes diront équilibre parce qu'on la voit infernale, complètement débordante, cabaret, voilà. Et c'est très important, oui, mais c'est un grand équilibre pour tenir tout ça, sa famille, sa peinture, son art, son traversement de la vie. Donc c'est vraiment très très fort. Dès que c'est très beau ce terme qu'il utilise. Il faut qu'il utilise dureté. Il faut être dur avec soi. Dur avec soi. C'est incroyable. Il ne dit pas dur avec les autres. C'est ça qui est juste le reverse de l'amour. Et c'est dur avec elle-même. Et non, tu vois, c'est gifler aussi. C'est tellement incroyable, sa candeur. Non, il se décrit très bien, mais il était une capacité de synthèse exceptionnelle dans ses tableaux. Il était extraordinaire pour ça. C'est-à-dire, comme les grands peintres longs, démontrer une fragilité du passage de l'adolescence à un âge plus mûr, plus jeune, féminin ou masculin, la difficulté d'un corps de poser pendant des heures, la difficulté d'une vie, on le voit dans certains regards, mais tout avec cette force de la peinture et du signe. Ça, on l'a dans sa peinture et dans son texte, qu'il est très peu de lignes, mais si bien choisi, si bien réfléchi. C'est une femme vraiment d'une grande capacité de synthèse, et complètement intelligente, et brillante, et généreuse, comme elle dit, et dure avec elle-même d'abord. C'est merveilleux. Donc, elle arrivait même à... Bon, c'est super bon, je trouve. Allez, dernière partie de ce podcast. Et si on jouait au jeu Si vous étiez? Chiara Parisi, si vous pouviez poser une question à Suzanne Valadon,
si elle était là, vous lui poseriez une seule question, ce serait laquelle? Est-ce que tu étais heureuse? Je le montre pas là, mais en vrai, je suis hyper émue. Si vous étiez une histoire d'amour de Suzanne Valadon, vous seriez laquelle? La plus, il me semble, la plus belle qu'elle a eue d'un point de vue passionnel et sentimental et sexuel, celle avec Uther. Si vous étiez un de ses autoportraits, ou si ça vous va pas, une de ses œuvres? Autoportrait, un des premiers portraits, peut-être le premier autoportrait. C'est magnifique, c'est un dessin, elle est juste sublime. Et si je dois être une photo, je suis très liée à la photo où elle est debout avec un chapeau merveilleux, elle est très jeune, et la Autriol doit avoir 4-5 ans. Elle est très bien habillée, elle aussi, elle est magnifique, et cette photo, je l'adore. Je suis toujours aux larmes quand je la regarde. Elle détesterait ça, je pense, mais elle est hyper émouvante parce que je vois ce rapport entre cette jeune femme et ces jeunes garçons, de mère et fils. Alors, dernière question. Si vous étiez, il n'y a pas de limitation de temps, si vous étiez une musique que vous inspirez son œuvre, vous seriez laquelle? Attends, musique. Ça peut être quelqu'un d'aujourd'hui ou d'hier, comme vous voulez. Mina. Mina, c'est qui? Mina. La honte, je connais pas Mina, alors que depuis j'ai écouté, c'est absolument extraordinaire. C'est une grande chanteuse italienne des années 50. Aujourd'hui, elle est encore vivante. Hein. Et elle a une super belle voix. Elle se montre plus depuis 20-30 ans. Elle ne sait plus physiquement. En tout cas, elle a été une diva de la télévision italienne, de la première télévision italienne en noir et blanc. Elle a une voix juste éblouissante. Il avait toujours des histoires d'amour. Mais il avait une forme de voix. C'est une voix avec une grande extension, avec une forme de rock. Elle était un peu cassée comme voix. Rock, glam, anticonformiste, femme, aimante, aimée. Samba, Mina, pour décrire Suzanne Valadon. Ce podcast vous était proposé par le Centre Pompidou-Metz. Suite au prochain épisode. Merci à mes lecteurs, Elisabeth Balavoine, Louis Daboussi et Elsa De Smet, responsable du pôle des publics. Et merci à l'équipe du Centre Pompidou-Metz.